Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors je vais essayer de temporiser un petit peu avant de commencer vraiment le pitch sur le live, mais en tout cas je suis aujourd'hui dans les locaux d'Hachette et plus particulièrement chez les éditions Albert René pour un live qui s'avère exceptionnel sur Astérix, puisque vous savez que le 21 octobre va sortir le prochain album d'Astérix qui est Astérix et le Griffon, et aujourd'hui on va vous proposer un live d'environ 45 minutes qui va parler de l'univers d'Astérix et un petit peu aussi notamment sur ce nouvel album. On aura la chance de recevoir Jean-Yves Ferry, qui est le scénariste des albums d'Astérix et qui va un petit peu nous parler de cette aventure qui est de faire un album d'Astérix. Et juste je vais temporiser un petit peu avant de rejoindre mon prochain collaborateur, histoire qu'il y ait quelques personnes qui puissent se connecter. Mais en tout cas ça va être assez exceptionnel. On va aussi vous montrer le showroom d'Astérix qui est vraiment exceptionnel pour le coup. On va vous montrer quelques couvertures de livres, quelques objets qui sont phares aussi concernant Astérix, et on va vous raconter aussi un petit peu l'histoire, comment ça s'est créé, comment est-ce qu'on va créer les personnages, l'histoire, comment tout ça se fait. On a des objets avec nous qui sont assez incroyables, des storyboards, des livres, des éditions spéciales, etc. Et donc ça va nous donner un live assez exceptionnel. Donc je vous invite à me rejoindre. Là derrière moi, vous pouvez voir un grand tableau. Je ne sais pas si vous reconnaissez bien le tableau La Liberté guidant le peuple, mais je trouve qu'il est assez marrant à regarder. Et puis, d'ici quelques instants, je vais rejoindre David, qui fait partie des éditions Astérix, qui est le responsable communication et marketing, et il va nous parler un petit peu de l'histoire d'Astérix. Mais d'abord, je vous laisse nous rejoindre pour faire les présentations. Bonjour David. Salut César. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va très bien. Donc David, il est responsable communication et marketing ici aux éditions Albert René, donc il s'occupe des albums d'Astérix. Et voilà, donc on va faire un petit live de 45 minutes avec lui. Et donc voilà, je te laisse te présenter. Bienvenue. Bon je suis très heureux de vous accueillir ici au sein des éditions Albert René. C'est là qu'on crée tout l'univers d'Astérix en fait. Ouais. C'est ici, donc là. Voilà, on a par exemple la superbe affiche que vous pourrez retrouver dans toute la France à partir de jeudi pour la sortie du nouvel album. Et donc c'est ce que disait César, on va vous en dévoiler un petit peu plus sur toute la conception de ce nouvel album, l'histoire d'Astérix et tout ce qu'on organise autour de ce lancement hors norme, on va dire. Voilà, et donc on va vous accompagner tout de suite dans le showroom d'Astérix qui est incroyable, vous allez le voir. Vous voyez, on va arriver dans cette grande salle avec plein d'objets assez incroyables sur le monde d'Astérix. Vous allez voir, c'est assez fou. Là, c'est vrai que c'est un peu la table du banquet gaulois, on va dire. Oui, c'est ça. Quand on accueille des invités, ça en jette toujours un petit peu, parce que voilà, on a vraiment les chaises, la table du banquet. Donc on est vraiment au cœur de l'univers Astérix. Voilà, donc pour tous ceux qui sont fans, c'est un lieu qui est incroyable. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'histoire d'Astérix? Comment ça s'est créé, quand, dans quelles conditions? Bien sûr, alors Astérix, ça a été créé par deux hommes, René Goscinny et Albert Uderzo, qui en 1959 ont lancé un magazine qui s'appelait Pilote. Ouais. Et en fait, voilà, ils étaient sur le bouclage du premier numéro de Pilote. Ouais. Et oui, il y a une anecdote assez marrante voilà. sur. Il y avait une page blanche, donc ils étaient un petit peu dans l'urgence. Ils brainstorment, ils disent il faut absolument qu'on trouve une idée pour faire une bande dessinée. Ouais. Donc ils commencent à passer en revue les périodes de l'histoire. Donc ils commencent par la préhistoire, ils disent non, c'est déjà appris la préhistoire. Et donc ils remontent comme ça, ils disent bon, après il y a eu les Gaulois. Et là ils se disent bingo, on va faire une bande dessinée sur les Gaulois. Et pour eux, ça permettait aussi de caricaturer un petit peu la France moderne et de faire des parallèles avec tous les défauts des Français et les stéréotypes. Donc c'était assez rigolo. Donc tout ça se fait très rapidement. En fait. La première planche d'Astérix s'est fait très très rapidement parce qu'il y a une page blanche en fait dans un magazine. C'est ça. Ça c'est assez marrant. L'histoire est assez drôle. C'est exactement ça. Et donc ensuite, il y a eu tous les albums qu'on connaît qui sont parus, toujours scénarisés par René Goscinny et Albert Uderzo. Et puis en 1977, voilà, là c'est le moment un petit peu triste parce que René Goscinny est décédé assez brutalement. Et donc suite à ça, Albert Uderzo s'est sans doute un peu posé la question de continuer la série, et puis il a reçu des centaines, des milliers de lettres de lecteurs qui lui disaient ce qui n'est pas étonnant. Voilà, en fait Astérix nous appartient à nous lecteurs et nous on a envie de continuer à connaître la suite en fait de l'histoire. Et donc il a décidé de continuer l'histoire. Exactement. Et donc Albert Uderzo a continué à sortir des albums, toujours avec le succès qu'on connaît, le succès grandissant des albums. Donc aujourd'hui c'est 385 millions d'albums vendus dans le monde. Ouais, donc c'est un succès hors norme et vraiment exceptionnel. Et puis à la fin des années 2000, il a accepté que de nouveaux auteurs reprennent la série.
D'accord. Donc lui, il a déposé les crayons et puis il a accepté qu'il y ait de nouvelles histoires inédites. Voilà. Donc voilà, donc ça a commencé à partir de 2013 avec de nouveaux auteurs. Et tous les 2 ans, Jean-Yves qui Ferry, sont Jean-Yves Ferry Conrad. et Didier Conrad. Tout à fait. Jean-Yves Ferry, je précise, on va le recevoir juste après, dans environ une dizaine de minutes. On aura la chance de l'avoir pour une interview assez exceptionnelle. Et d'ailleurs, je me permets de vous dire, alors deux petites précisions. La première, c'est qu'on porte pas de masque parce qu'on a tous nos passes sanitaires, etc. Donc tout ça, c'est bon. Je me permets de le préciser. Et deuxième petite chose, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais Ça arrive. c'est tout. C'est tout. Mais juste, on aura la chance de pouvoir faire une interview d'environ 30 minutes avec lui juste après. Ah oui, c'est ça. Ma précision, c'est que vous pouvez vous poser vos questions. C'est important, poser des questions, parce qu'après, à la toute fin du live, il y aura environ une dizaine de minutes où vous pourrez répondre à toutes ces, enfin, où on va répondre à toutes ces questions. Et justement, ce sera avec le scénariste d'Astérix qui est Jean-Yves Ferry. Donc ce sera plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on peut dire? Du coup, Jean-Yves Ferry et Didier Conrad ont repris les éditions Astérix. C'est ça, tout à et fait. il en est né. Bah voilà, les albums qui sont albums. ici en fait. Voilà, il y en a 5. Enfin, il y en a le 5e qui paraît ce jeudi. Qui est Astérix et le Griffon. Tout à fait. Donc ça, c'est le tout nouveau. Donc c'est le 39e album d'Astérix qui va apparaître le 21 octobre, qui sera disponible bien sûr. Et ensuite, il y a les 4 autres qu'ils ont fait. Donc on a bien entendu Astérix chez les Pictes, que vous connaissez probablement, d'ailleurs vous les connaissez probablement tous. On a le Papyrus de César, évidemment. Donc tous ces albums, je précise, c'est 5 albums qui ont été écrits et dessinés par Jean-Yves Ferry et Didier Conrad quand Albert Uderzo a décidé de raccrocher les crayons. On a ensuite la Transitalique, dont on parlera peut-être pour une anecdote spéciale après, et la fille de Vercingétorix. Donc voilà. Et donc là, il y a une anecdote assez rigolote aussi, c'est que je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais en fait, un album sur 2 est un album de voyage et un album sur 2 se déroule dans le village des Gaulois. Donc le premier album était chez les Pictes, qui est un peuple qui dans l'Antiquité se trouvait dans les environs de l'Écosse. Ouais. Ensuite, on a eu le Papyrus de César qui s'est déroulé au village, qui parlait de journalisme avec un papyrus de la guerre des Gaules en fait, qui était soi-disant disparu, voilà, que Double Polémix voulait dévoiler au monde entier parce qu'en fait Jules César voulait cacher qu'il y avait un village qui résistait encore et toujours à l'envahisseur. Donc du coup, le personnage de Double Polémix voulait que le monde sache que toute la Gaule n'était pas conquise. Ouais. Donc ça se passait au village. Ensuite on a eu une course de chars en Italie. Donc on avait cette carte d'ailleurs où on retrouvait voilà, tout le périple que faisait Astérix et Obélix à travers l'Italie. Un tour de l'Italie, un peu à l'image du Tour de Gaulle à un moment donné. Exactement. Un tour de l'Italie. Et là, c'est une course de chars avec des équipages de chaque peuple du monde connu de l'Antiquité, dont le peuple sarmate d'ailleurs, par exemple, qu'on va retrouver dans le nouvel album. Et puis, donc, le précédent qui est paru en 2019, c'était la fille de Vercingétorix, parce que peu de gens le savent, mais Vercingétorix a eu une fille. Tout à fait, et on l'a découvert en 2019 dans cet album, puisque voilà, la fille de Vercingétorix forcément a été poursuivie après la défaite de Vercingétorix, donc il fallait la cacher quelque part, et donc on a décidé de la cacher dans le village gaulois pour la protéger des Romains, forcément. Alors je fais juste une petite précision à tous ceux qui nous rejoignent alors qu'on a déjà commencé. On est aujourd'hui dans les bureaux d'Albert René, qui sont les éditions qui s'occupent des albums d'Astérix, et on vous propose un live exceptionnel puisque là actuellement on est dans le showroom d'Astérix. Et donc on est en compagnie de David qui est responsable communication et marketing des éditions, et ensuite on va faire une interview avec le scénariste d'Astérix qui est donc Jean-Yves Ferry, et on va avoir 30 minutes d'interview, et à la toute fin on aura 10 minutes de questions pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions puisque on a des personnes à côté qui sont en train de les noter, et ensuite on y répondra. Voilà. Et donc on parlait d'Astérix, mais Astérix à l'international, c'est aussi énormément d'albums vendus. Ouais, tout à fait. Les 380 millions d'albums représentent toutes les ventes à l'international, et donc ce nouvel album paraîtra simultanément dans 17 langues. Donc ça représente en tout 5 millions d'exemplaires à travers l'Europe et dans le monde, et 2 millions juste pour la France. Donc c'est vraiment un tirage qui est hors norme dans le monde de l'édition, qui n'a pas de comparable en fait. Et petite anecdote que tu me disais tout à l'heure, c'est assez marrant qu'il y ait une distinction qui est faite entre deux albums, celui qui est fait en anglais britannique et celui qui est fait en anglais américain. Donc ça c'est assez marrant à souligner. Pendant très longtemps, la version britannique d'Astérix était exportée aux États-Unis. Et pendant très longtemps, la version britannique d'Astérix était exportée aux États-Unis. Et puis récemment, en fait, on a voulu
adapter l'humour au territoire américain, parce que c'est vraiment des codes et un humour différent. C'est quelque chose sur lequel on veille beaucoup dans Astérix en fait. Pour chaque traduction, on veille à ce que l'humour soit adapté à la culture du pays dans lequel l'album va paraître. Ça demande un travail d'interprète qui est assez fou, j'imagine. Donc c'est vrai qu'on supervise toutes les traductions pour que les blagues soient pas traduites en fait finalement, mais plus transposées dans un contexte culturel différent. D'accord. Voilà. Et donc cet album, ce nouvel album Astérix et le Griffon, il est disponible en plusieurs formats. Oui, alors voilà, on aura ce format-là qui donc le format classique que tout le monde connaît, hein, avec le fameux menhir d'ailleurs au dos qui commence à devenir un peu petit. C'est ça qui commence à devenir un peu petit, ouais. On va devoir en mettre un autre à côté, je pense. Ouais. Et donc voilà, ce tirage qui sera de 2 millions d'exemplaires. Et puis un autre tirage en grand format, avec un dos toilé, voilà, un peu plus exclusif. Dedans, il y a 32 pages sur les coulisses de l'album. Donc un dossier explicatif avec voilà, des textes qui montrent comment est-ce que cet album a été créé. Et puis à la fin, les planches crayonnées de Didier Conrad, où on peut vraiment voir comment est-ce qu'il a travaillé son dessin avant de l'ancrer pour la mise en couleur. Ok. Parfait. Alors là, actuellement, donc comme j'ai dit, on est dans le showroom d'Astérix et on va vous montrer deux objets qui sont phares dans le showroom. On a en premier lieu ce coffret. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce coffret? Alors ça, c'est un coffret qui regroupe plusieurs livres qui sont parus ces dernières années, qui s'appelle Veni Vidi Vici. Voilà, qui est un peu la fameuse phrase de Jules César. La devise de Jules César. De César Jules, pas César Jules, pas César toi. Pas César moi. Donc en fait, on a plusieurs livres qui ont été écrits par un auteur qui explique en fait la vérité historique en Gaule. Donc on a la première qui explique les citations latines, justement avec Veni Vidi Vici par exemple, et toutes les autres citations latines qu'on peut retrouver dans les albums d'Astérix. Ensuite, des vérités historiques expliquées, qui racontent comment est-ce que Vercingétorix a déposé les armes aux pieds de Jules César. D'accord. Et puis un autre plus récent qui est paru qui s'appelle Les peuples antiques, où là on passe en revue tous les peuples qui ont existé au temps d'Astérix, dont notamment, j'y reviens toujours, les Sarmates, qui est le peuple qu'on découvrira dans le nouvel album. Voilà, c'est ça, en fait, les Sarmates, pour vous dire, mais on en parlera après avec Jean-Yves Ferry, mais les Sarmates, c'est un peuple qu'on retrouve dans le nouvel album d'Astérix, mais dont on va parler juste après. Donc voilà ce coffret qui sortira début novembre. Qui sortira début novembre, du coup. Et puis il y a deux autres objets un petit peu exceptionnels, c'est... Voilà, avec ce lancement du nouvel album, il y a des choses qui l'accompagnent. Voilà, alors chaque lancement, c'est vrai qu'on aime bien faire paraître des hors-séries avec des partenaires. Ça, c'est un premier hors-série ici. Voilà, donc on en a 2 cette année. Le premier, on le publie avec Reporters sans frontières, qui lutte pour défendre la liberté d'expression dans le monde et la liberté de la presse. Et donc, quel meilleur défenseur et résistant que Astérix? Donc on a fait avec eux un hors-série où on met en avant 100 dessins issus des aventures d'Astérix, voilà, pour représenter un petit peu tout ce qu'est la liberté de la presse. Ok, et puis il y a un deuxième hors-série qui est sorti avec Ouest France également. Oui, tout à fait. Alors c'est paru avec Ouest France, mais on le retrouve aussi dans toutes les autres régions de France et en Belgique. Et donc là, c'est sur le thème de la mer. Donc voilà, ça explique toute la relation qu'Astérix a avec la mer dans ses albums. Avec les pirates aussi par exemple, parce que voilà, forcément Barbe Rouge, tout le monde le connaît, il finit tout le temps à l'eau, finit tout le temps au fond de l'eau, tout le temps à l'eau. Et puis les monstres, les cités englouties comme par exemple Atlantide, qu'on a pu découvrir d'ailleurs dans un des albums d'Astérix. Donc voilà, aussi beaucoup de mystères autour de cette mer. Exactement. Et donc juste avant de commencer la petite interview qu'on aura avec Jean-Yves Ferry, on va vous montrer un objet qui lui pour le coup est assez conséquent, on va dire. C'est ce vase là, ce gros vase, et vous reconnaîtrez sur le vase le griffon qui est la figure phare de ce nouvel album d'Astérix. Voilà. Alors c'est un objet qu'on a fait développer spécialement pour le lancement, qui voilà, va être présenté à la soirée de lancement, aux journalistes quand ils vont faire leurs interviews, et qui a vocation à aller au parc Astérix d'ailleurs. Donc voilà, c'est un objet qu'on retrouve dans l'album en fait, et qui est un peu le prétexte du lancement de la quête du griffon pour les Romains, parce qu'ils vont aussi partir chercher le griffon. Et donc voilà, ça part de là en fait. On découvre le griffon pour la première fois sur ce vase, et à partir de là, Jules César va décider d'aller à sa recherche en envoyant des légions romaines dans l'est de l'Europe. Voilà. Ok, très bien. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup David de ton intervention pour tous ces détails. Franchement, c'est super intéressant. Enfin, moi, je trouvais que c'était super intéressant. J'espère que ça vous a plu. Comme je dis, là, je vous fais toujours un rappel pour ceux qui nous ont rejoints. On est actuellement chez Hachette Livre, et plus précisément dans les bureaux des éditions Albert René.
qui s'occupe des albums d'Astérix et de la parution, etc. Et là, tout de suite maintenant, on va retrouver Jean-Yves Ferry qui est finalement le scénariste des albums d'Astérix. Bonjour Monsieur Ferry, vous allez bien? Très bien. Voilà, donc Jean-Yves Ferry c'est le scénariste des albums d'Astérix, donc c'est assez exceptionnel de l'avoir aujourd'hui, enfin c'est une grande chance pour moi aussi d'être là. Mais pour moi aussi, voilà. D'être toujours là. Donc on aura environ une trentaine de minutes ensemble pour faire une petite discussion, pas vraiment une interview mais une petite discussion entre nous pour leur donner un petit peu des détails et sur l'apparition de ce nouvel album. Alors une des questions qu'on nous pose le plus c'est d'où vous tirez votre imagination et d'avoir toutes ces idées. Est-ce que vous avez des anecdotes historiques qui vous tiennent à cœur, ou alors comment est-ce que cette imagination vient en fait? Parce que ça m'arrive dans mon sommeil, par exemple, comme ça. Exactement, ça pourrait. Ben, on n'empêche que quand on commence à écrire, c'est vrai que le signal est donné au cerveau. Ouais. Et bien souvent, ça travaille tout seul. J'imagine. Mais pour ça, il faut être sur le point être d'accord en quelque sorte avec soi-même et dire ça y est, je commence, je cherche. Et on s'aperçoit que ça travaille tout Donc seul. les idées viennent pas toutes seules en fait, c'est à partir d'un moment où vous vous dites aujourd'hui on va travailler. On va travailler, je prends ma feuille blanche, j'enclenche le travail et à partir de ce moment-là, le mécanisme se met en route. Mais c'est vrai que on ne sait pas quand est-ce que viennent les idées. Ça peut arriver, là je vous parle, je peux avoir une idée puis qui va en rejoindre une autre et puis c'est une petite cuisine, un petit cheminement. Bien sûr. Parce que moi ce que je me posais comme question c'était, parce que là c'est Astérix et le Griffon, je trouve ça marrant d'avoir pensé au Griffon et je me demande à quel moment ça arrive, quand est-ce qu'on se dit tiens on va parler d'une créature mythologique et tiens on va choisir le Griffon. Ben, c'est justement l'exemple typique du cheminement, parce qu'au départ c'était pas le Griffon. J'avais l'envie de te parler d'une secte, bizarrement. Parce qu'à l'époque des Romains, c'était quelque chose d'assez d'actualité, les sectes. Je dis, ça ferait un bon Astérix, une secte qui arrive près du village et tout ça. Peut-être pour plus pour tard. Un autre. Peut-être pour plus tard. Et du coup, j'ai trouvé une espèce de représentation étrange d'un monstre de l'époque d'Astérix, en pierre. D'accord. Et de là, d'un monstre en monstre, je suis arrivé jusqu'au Griffon. Et du coup, j'en profite. On va marcher un petit peu pour parler un petit peu du storyboard qui est juste derrière, mais juste avant, puisqu'on est sur le Griffon, j'allais poser la question après, mais puisqu'on est sur le Griffon, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette créature, Donc le Griffon, c'est un animal qui est une sorte de mélange entre un aigle, puisqu'il a le visage de l'aigle, il a le corps du lion et il a des oreilles de cheval. D'accord. Donc c'est cette représentation-là que j'ai choisie parce que c'est celle qu'on trouve sur les vases grecs. D'accord. Donc je me suis dit, est-ce que les Romains croyaient en l'existence de ce genre de phénomène? D'accord. Et donc c'est pour ça que vous l'avez choisi, c'est ça qui vous intéresse. Ok, très bien. Bon, on va ensuite aller juste à côté du storyboard qui a été tiré. Moi j'adore tout ce qui est esquisse, etc. Donc moi ça me plaît beaucoup. Du coup, la question qui va avec, c'est comment est-ce qu'on commence aussi à réaliser la BD, Alors ça, c'est une page qui est un petit peu hors album, c'est-à-dire c'est la page annonce de l'album, mais ça vous donne déjà l'idée de ce que je fais. C'est-à-dire que c'est ça que je vais envoyer au dessinateur qui va lui réaliser la planche dans le style définitif. D'accord. Moi, c'est un storyboard finalement. D'accord, donc ça c'est vous qui vous en chargez. Oui. C'est pas Didier Conrad qui est le dessinateur, ça c'est vous qui en chargez. Donc en fait vous dessinez aussi un petit peu dans le... Moi je suis dessinateur à l'origine. D'accord. Je suis un dessinateur et donc mon scénario pour Conrad, je le fais sous forme de dessin. D'accord. Ça permet d'indiquer la mise en scène. D'accord. Et déjà les dialogues, bien sûr. Ça c'est super intéressant, mais du coup, une petite question que j'ai, c'est combien de storyboards sont nécessaires avant que ensuite ce soit donné à Didier Conrad. Didier Conrad, on le rappelle, c'est le dessinateur d'Astérix. Il y a plusieurs étapes avant ça. Oui, j'imagine. Vous avez le petite note écrite dont on parlait tout à l'heure, vous avez une note un peu plus développée, vous avez un petit crowbar crayonné comme ça rapide. Et puis ça, c'est quand je tiens bien ma page et que je veux la faire passer à Conrad. Et à ce moment-là, l'histoire est déjà écrite et su. Oui, en principe, les pages, quand elles sont comme ça, c'est que je suis prêt à les envoyer par chapitre à Conrad qui reçoit en gros 10 pages. D'accord. Par 10 pages. D'accord, ok. Qui met en crayonné, puis à l'encre dans un deuxième temps. D'accord. Et combien de personnes travaillent juste, avant la parution, combien il y a de personnes qui travaillent sur
sur l'histoire, est-ce que c'est vous uniquement? Est-ce que c'est vous avec Didier Conrad ou est-ce que c'est avec d'autres? Ça c'est une bonne question parce qu'on croit souvent que parce que c'est Astérix, il y a une espèce de bureau d'études de la NASA là autour de nous. En fait, pas du tout, hein, c'est très artisanal, donc on est deux. D'accord. Un pour le scénario et le dessinateur qui travaille dans le style du Derzo, c'est-à-dire dans le style Astérix. Dans le style Astérix. Si après on a un coloriste. Il y a un coloriste. Donc il y a 3 personnes qui travaillent sur D'accord. Astérix. D'accord. Et au niveau du scénario, c'est exclusif à vous? C'est vous qui Oui, choisissez c'est-à-dire l'histoire? qu'on s'est réparti les tâches avec Conrad. Dans les premiers albums de la collaboration, on discutait un peu des idées, puis on s'est aperçu que c'était un peu difficile parce que chacun doit trouver son rôle. Et finalement, moi, je trouve que c'est bien, on a divisé les tâches. Je m'occupe vraiment du super. scénario D'accord. et lui du dessin. D'accord, ok. Ça n'empêche pas qu'il y ait des discussions sur le dessin. Bien sûr, ouais, oui, j'imagine bien. Mais c'est déjà intéressant de savoir que finalement vous êtes que 2 voire 3 personnes à travailler sur l'album. Pas plus. C'est compte tenu de tous les tirages qui sont faits, c'est assez impressionnant. Ben ça c'est une bonne chose parce qu'on a pu garder à Astérix son esprit artisanal, c'est-à-dire que c'est un truc d'auteur, on va dire. C'est resté une BD d'auteur. Ok, très bien. On va juste aller à côté pour voir les petites planches qui sont là. Ça ici, on a déjà parlé des différentes langues qui ont été, et puis on va parler de ces petits tirages qui ont été faits, parce que Astérix et le Griffon, c'est un des albums, on a dit, d'expédition et d'aventure d'Astérix, puisqu'on a dit, je le répète pour les personnes qui viennent peut-être d'arriver, il y a un album sur 2 depuis que vous et Didier Conrad avez repris la main. Il y a un album sur 2 qui fait part d'une expédition un peu à l'étranger. Donc il y a eu l'Écosse, il y a eu l'Italie, et il y en a un sur 2 qui fait part d'une histoire qui est plus interne au village finalement. C'est ça. Et là, il s'agit d'une expédition, mais du coup, nos chers Gaulois, où vont-ils? Donc ils partent très loin cette fois, et ce que j'ai voulu qui est un peu différent, c'est qu'ils ne visitent pas un pays qu'on connaît actuellement, comme ils ont fait dans le passé l'Italie ou l'Angleterre, etc. C'est le pays des Sarmates, qui est un pays qui reste à inventer, puisque c'est le pays dans l'Antiquité des nomades sarmates qui vivaient dans les grandes steppes d'Europe de l'Est. D'accord. Donc il a fallu finalement leur donner un cadre plausible avec un petit folklore à eux, et inventer finalement presque un peuple. D'accord. Et une question qui me vient là comme ça, c'est quand on fait un album sur des pays, différents pays, etc., est-ce que du coup vous allez sur place pour voir plus précisément? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Bon là en l'occurrence c'est le pays des Sarmates, c'était difficile d'aller visiter parce que c'est sur des milliers de kilomètres. Hein. C'est censé se situer entre Russie, Ukraine, voire Mongolie, Kazakhstan. Ouais, d'accord. Je vois. Donc là on avait un petit peu la latitude pour inventer parce que on s'est un peu servi du décor notamment de Mongolie avec les steppes mongoles, etc. D'accord. Si on peut montrer un petit peu à la caméra. Voilà, ça c'est une jolie image de Conrad. Oui, c'est une super image celle-là. On voit finalement qu'Obélix a adopté une façon de monter à cheval un peu particulière. et j'avais eu l'anecdote tout à l'heure, mais c'est un des premiers Astérix finalement où le voyage se fait exclusivement en cheval. Ouais, alors ça c'est une sorte de nouveauté aussi, c'est-à-dire que c'est un western à l'envers. Voilà. C'est un eastern. Parce qu'ils font ce plein est. Et pour leur première fois, finalement, ils sont tous les deux à cheval, au grand désespoir du cheval d'Obélix. D'Obélix, puisque lui il est un peu différent. Et ensuite on a un dernier petit tirage, c'est une belle image aussi celle-là, où on voit, c'est juste pour vous que vous voyez un petit peu les paysages. On a finalement, bon il y en a déjà eu, mais on a peu l'habitude de voir Astérix et Obélix dans des paysages tout enneigés comme ça. Et ça donne une atmosphère à cet album. Enfin, bien sûr. C'est-à-dire que plus qu'un album de visite de pays, c'est un album un peu un conte. Astérix et Obélix sont un petit peu entraînés dans un paysage qui est tout à fait étrange pour eux, à la rencontre d'un peuple tout aussi étrange. Voilà. Tout à fait. Alors, maintenant on va parler un petit peu des personnages en eux-mêmes. Alors, moi j'avais une question tout à fait à part, c'est comment est-ce qu'on trouve les noms de tous ces Gaulois? Est-ce que dessous c'est Gaulois et Romains d'ailleurs? Est-ce que vous avez déjà établi une liste où à la limite vous allez piocher dedans en vous disant tiens celui-là il irait bien, ou est-ce que ça vient comme ça en fonction du... Alors René Goscinny, le scénariste d'origine, avait un petit carnet secret où il mettait tous les noms finalement. Mais j'ai jamais pu arriver à mettre la main dessus, dommage. Donc j'ai moi-même un petit carnet. Un petit carnet où vous notez...
Mais le pire, c'est que bien souvent, ils ne servent pas. C'est quand vous avez l'histoire que les noms vous viennent, parce qu'ils collent au personnage. Ils collent au personnage, oui, toujours il y a. Et donc, parmi ces personnages, il y a 3 personnages qu'on voit ici, qui sont un petit peu qui sont des Romains. Oui. Et qui sont 3 personnages phares de cet album. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, si tu peux rapprocher Donc ici, on a Joli Cursus. Joli Cursus, qui est un Venator. Qu'est-ce que c'était? Un gladiateur spécialisé dans le dressage des animaux. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce personnage? Lui, il va faire l'expédition un peu sous l'angle sportif, on va dire. Ouais. C'est un peu un bourrin quand même. Et ça se voit à sa tête. Son but, c'est de capturer le griffon. D'accord. Après, on a le centurion lui-même, qui est le chef de l'expédition, qui lui, c'est l'officier romain classique. On va dire plutôt plus endurci que d'habitude, les Romains d'Astérix. Celui-là, il est vraiment très tenace. Et après, on a Terrinconus. Terrinconus, en fait, c'est le géographe. Et le géographe, c'est lui qui va montrer finalement le chemin, parce qu'il suit les indications d'un vieux parchemin écrit par un grec ancien qui a parlé du griffon. D'accord. Et il a les traits de l'écrivain Michel Houellebecq, qui correspond bien au personnage. Voilà, donc c'est assez marrant de dire que vous avez aussi de l'inspiration parmi des auteurs actuels. C'est un peu la tradition de glisser une ou deux célébrités. Petite référence comme ça. Ok. Alors pour finir, moi j'avais juste une dernière question qui était assez marrante, parce que j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, mais dans Astérix et la Transitalique, il y a un personnage qui a un nom en particulier qui s'appelle. Et en fait, dans Astérix et la Transitalique, donc qui est le 3e album qui a été réalisé par Jean-Yves Ferry et Didier Conrad, il y a un personnage qui s'appelle Coronavirus, qui est le même, pratiquement, si on enlève Astérix et Obélix, le personnage principal de cet album, et qui s'appelle donc Coronavirus. Mais est-ce que vous avez un pouvoir de devin? Parce qu'on sait que, pour la petite anecdote, par exemple, sur les épisodes de Simpsons, généralement ils trouvent des relations entre les anciens albums, les anciens petits dessins animés des Simpsons et l'actualité qui arrive après. Ici, c'est un petit peu ce qui est passé, parce qu'en plus il est masqué, ce personnage. Il est masqué. Bon, en fait, l'explication est très simple, c'est que quand il m'a fallu le nom du méchant, puisque c'est un méchant, je suis allé voir dans la liste des virus, tout simplement. Et dans la liste des virus, vous aviez déjà le coronavirus qui existe depuis 2003, je crois, qui avait été répertorié. Donc je me suis servi, c'est tout. Voilà. Ah, mais j'imagine bien que... Non, j'y suis pour rien. J'imagine bien que vous y êtes pour rien. Ouais. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter sur cet album, si vous avez des anecdotes à donner. Moi, j'ai donné un petit peu les questions que j'avais envie de vous poser. Mais non, je dirais juste que on a voulu que ce soit un album un peu différent. On dit toujours que c'est notre Tintin au Tibet à nous, parce que c'est un album qui est blanc, comme vous voyez. Ouais. Donc qui est un petit peu dans une ambiance différente. Exactement. Voilà, qui tranche un peu avec les autres Astérix. C'est vrai. À mon avis. Oui. De toute façon, je pense qu'on sera nombreux à le lire pour le savoir. On a juste 10 minutes de questions. En fait, on va répondre aux questions que les gens ont posées. Normalement, j'ai les quelques questions qui sont juste là. Donc pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, donc ici on est chez Hachette Livre, et on est plus particulièrement dans le showroom des éditions Albert René pour présenter en fait on était en petite interview, discussion avec Jean-Yves Ferry, qui est le scénariste des albums d'Astérix, tout simplement. Donc on a la chance de l'avoir aujourd'hui. Donc on a donné quelques petites anecdotes sur ce nouvel album qui est Astérix et le Griffon, voilà, qui va sortir le 21 octobre. Et donc vous avez eu quelques questions. Donc j'ai 2 questions. Alors, quelle langue parlent les Sarmates? Les Sarmates, je te rappelle, c'est le peuple que vont découvrir Astérix et Obélix. Alors ça, c'est intéressant, parce que dans le texte, il fallait montrer qu'ils avaient une drôle de façon de parler. Donc on a simplement inversé les E, comme dans l'alphabet russe. Ce qui fait que les Romains ne comprennent pas bien. Ils ont besoin d'un traducteur. Et les Gaulois, en fait, comprennent bien. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Il y a un album, là je l'ai comme ça, mais il y a un album aussi, je sais plus lequel, où les O sont un petit peu changés. Oui, quand les Danois, c'est-à-dire les Cimbres dans Astérix, et les Danois parlent, il y a des alphabets un peu de ce genre. C'est une tradition d'Astérix. D'accord, ok. Donc c'est comme ça que c'est la langue qui parle. On peut le voir sur les cases. Ah oui, bah oui, voilà. Bon, on va le montrer. Ici sur la case, on voit que les E sont à l'envers, en fait. Voilà, ça fait un peu mal à la tête à la fin de l'album.
Et ça, mais surtout que donc, tous les caractères sont écrits à la main quand c'est dans une bulle. Absolument, tout est à la main. Ça prend pas plus de temps à mettre un E à l'envers qu'un E à l'endroit en fait. Ouais, mais je pense que Conrad, quand il a écrit, il devait se tromper de temps en temps et il a dû refaire. C'est possible. Et on a une deuxième question qui est intéressante aussi. C'est est-ce que vous étiez fan d'Astérix avant même de reprendre la main? Je crois que ça nous a beaucoup aidé parce que nous, on a grandi quand même en lisant Astérix. Hein. Ouais. Donc il y a un petit lien affectif avec Astérix et finalement, on fait que perpétuer un peu ce plaisir du lecteur qu'on a été. Quoi. C'est super chouette. Troisième petite question qu'on a, c'est quel est votre album préféré qui a été écrit par Goscinny? Moi j'ai un faible pour Astérix Légionnaire. Ah ouais. Qui est un très très bon album, très marrant et peut-être justement le plus affectif de ceux qu'a écrit Goscinny. D'accord. D'accord, ok. Moi je crois que, si mon avis vous intéresse, oui. Je crois que c'est le Tour de Gaulle. Le Tour de Gaulle. Et on voit que on voit que c'est les premiers dessins parce que cet Astérix du Tour de Gaulle il est déjà bien différent de ce qu'il est maintenant. On a une quatrième question. Combien ça prend de temps pour écrire l'histoire? Bon, c'est pas quantifié tout à fait comme ça parce que je calcule pas trop. Par exemple, le moment où vous cherchez des idées, finalement, vous faites aussi d'autres travaux. Ouais. Mais enfin, en gros, je prends 6 mois. 6 mois pour écrire l'histoire. Pour écrire l'histoire. Après, il y a aussi la période de storyboard. Ouais. Et en gros, on utilise 1 an et demi avec Conrad pour faire l'album. 1 an et demi, et ensuite il paraît... tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Donc vous voyez, on utilise au maximum l'intervalle. D'accord, ok. Et donc ensuite, il y a 6 mois pour les tirages, pour Après, la promo, etc. Ouais, pas tout à fait 6 mois, mais en gros, on livre au mois de juin, on va dire. D'accord. Et l'impression dans la foulée, il y a aussi des traductions, il y a tout ça. D'accord. Donc il y a un petit temps délai. Ouais, j'imagine. Donc n'hésitez pas encore une fois à poser vos petites questions. Là, on a un petit temps avec Jean-Yves Ferry pour y répondre, donc c'est quand même une chance, donc n'hésitez surtout pas. On a une autre question. Est-ce que dans cet album, Idéfix a un rôle particulier? Parce que quelqu'un fait la remarque qu'on voit qu'il est en haut du totem. Oui, c'est très juste ça. Oui, il a. En fait, tous les personnages de cet album. Sans trop dévoiler, bien sûr. Dans cette aventure, on va dire un petit problème. Ils ont tous des petites difficultés. Astérix, Obélix et le Idéfix, on va dire qu'il a un comportement un petit peu étrange dans cet album. Je déflore. On déflore pas. Et je crois aussi j'avais lu qu'il y avait une série qui allait sortir sur Idéfix. Alors c'est fait. C'est fait, c'est en route, c'est une série Idéfix de dessins animés. Ok, très sympa. Très sympa. Alors là pour l'instant c'est la dernière question que j'ai. C'est qui est Sécan Condine? Parce que je pense que la question est posée parce que moi plusieurs fois j'ai vu une image où on voit un grand Sécan Condine. Justement, c'est le mot qu'on avait masqué dans le... On voit ici là? Ouais. On avait gardé le suspense, pourquoi? Parce qu'on avait peur que le in ça mette sur la voie des pays slaves. Poutine, machin. Ah d'accord. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont des terminaisons en in, les sarmates, ce qui fait rire les Gaulois, parce que chez les Gaulois, les in, c'est les filles. Ah, c'est ça, en fait, du coup, j'allais poser la question. Et eux, là, c'est les hommes. C'est les hommes qui sont en in, et c'est parce qu'en fait, chez les sarmates, vous verrez que les rôles sont un peu inversés. Les femmes sont des guerriers. Ouais. Et les hommes restent tranquillement à élever les enfants. D'où ce petit changement qui a été opéré sur les prénoms. Voilà, ça fait rire Astérix. D'ailleurs, je vois, je sais pas si on peut en parler, mais je vois Tintin au Tibet juste ici. Pour bien montrer à Conrad que c'était un petit peu une parodie de la case de Tintin au Tibet où Tintin crie Chang. Ah oui, bah oui, je vois tout à fait. Ouais. Ah ouais. Où il éternue presque. Voilà, c'est un clin d'œil un peu à cet album-là, qui est blanc aussi. Ouais. Et du coup, qui sort un petit peu du lot, comme vous avez dit. Ah, j'ai une autre question qui est arrivée. Alors, c'est est-ce que les Gaulois ne vont pas attraper froid avec juste une écharpe? Alors ça, c'est très juste. Beaucoup de lecteurs... Ça me fait penser un petit... Je vous en parlerai après. Ouais. En fait, je pense qu'ils sont assez résistants parce qu'ils ont juste une petite écharpe, les mitaines, et c'est tout, quoi. Ouais. Et je sais pas, les vrais Gaulois, il était connu qu'ils se battaient tout nus, quasiment. D'accord. Donc c'est des types assez résistants. Ouais. Et puis peut-être que, je sais pas, les mitaines sont peut-être particulièrement chaudes. Ouais. Et moi, ça me fait penser au film Astérix et Cléopâtre, là,
quand c'est numéro bis qui part rechercher Panoramix et il arrive dans la neige comme ça, donc ça me fait penser à ça. Alors, j'ai d'autres questions qui sont arrivées. Il y a quelqu'un qui demande quel est votre personnage préféré. Peut-être dans cet album ou alors un tout autre. Je ne peux pas dire le capitaine. On arrête avec Tintin. Tintin, c'est bon. Tintin, on a fait le tour. Moi, j'aime bien le vieux bonhomme du village, le plus vieux, H-Canonix. Parce qu'il y a un petit mystère autour de lui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il est en couple avec quelqu'un d'assez jeune. Ouais. Et on se demande pourquoi. C'est vrai. Donc, si les lecteurs ont une idée. Et vous avez la réponse ou... Non, j'avais demandé ça à Uderzo. D'accord. Qui avait bien rigolé. Il m'avait dit petit coquin. Et voilà, en fait les deux dernières questions c'était quel est votre personnage préféré, donc c'est tout bon. Je crois qu'on a fini sur les questions si j'en reçois pas plus. Mais en tout cas merci beaucoup. C'était une vraie chance de vous avoir aujourd'hui. Je pense que ça a plu à tout le monde qui était là. En tout cas tous les fans d'Astérix et puis ceux qui sont moins fans mais qui s'y intéressent forcément. Et voilà, c'est un grand merci à vous d'avoir pris de votre temps parce que Monsieur Ferry il est beaucoup pris en ce moment évidemment avec la promo de ce nouvel album qui sort le 21 octobre et voilà donc foncez l'acheter, c'est super. Merci beaucoup. C'est super, voilà. Et puis moi je vais finir ce live en vous disant un grand merci d'avoir assisté à ce live. J'espère que ça vous a beaucoup plu. Et puis voilà, donc le nouvel album d'Astérix, Astérix et le Griffon, sort le 21 octobre. Et puis j'espère que tout comme moi, vous allez vous le procurer et puis qu'on passera un bon moment à le lire. Et puis voilà, merci à tous les collaborateurs qui ont participé à ce live. Merci aussi à David qui m'avait accompagné sur la première partie. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée. Et puis merci beaucoup. Voilà, ciao. Si tu peux faire peut-être un petit tour du